Ok, bonjour et merci d'être là pour ce troisième numéro de Médiatrie, qui est donc le moment où on analyse et décortique les médias à la recherche de traces de mythoplasmose, qui est la prolifération, on le rappelle, de cellules mensongères dans nos organes médiatiques. Et donc pour ce troisième numéro, je reçois, comme à l'habitué, Romain Migus et Victor Dédage. Comment allez-vous, les garçons? Très bien. Très bien, on ne peut mieux. Parfait. Victor, je te laisse ouvrir le bal pour nous expliquer qu'est-ce que tu as vu dans les médias donc ces derniers jours, ces dernières semaines, puisque ça fait un moment qu'on s'est pas rencontrés les trois. Oui, je laisse la main. Eh bien, j'ai trouvé quelque chose. On connaissait le journalisme de salon, n'est-ce pas? J'ai Ouais. remarqué une certaine tendance dans la presse, c'est toujours avec les informations sur Gaza, lorsqu'ils annoncent quelque chose de pas terrible qui s'est produit, notamment si l'auteur est Israël, c'est indiqué que c'est selon le Hamas, comme s'il s'agissait de. Donc, j'ai baptisé ça le journalisme de selon. Par Oui, exemple, récemment, un hôpital à Gaza frappé par Israël, avec la précision, selon le Hamas, comme s'il pouvait y avoir un doute. oui. Alors là, Donc voilà ce que j'ai trouvé. on est plus même dans le journalisme de Sion. De Sion, pour Sion, comme abréviation, ça pourrait être le journalisme de Sion, exactement. Voilà la première chose que j'ai trouvée, ou que j'ai plutôt remarqué. J'ai remarqué aussi quelque chose qui était assez étrange, que j'ai qualifié de le pluralisme ne tient qu'à une virgule. Le 31 mars 2025, il y a deux titres, Le Monde et France Info. Regardez-les. Je les ai mis expressément sur une seule ligne qu'on puisse bien voir la différence. Et vous constaterez qu'après 15 secouristes tués, il y a une virgule. Pardon. Vous voyez la virgule? Ouais. Vous l'avez vu? Comme quoi le pluralisme ne tient qu'à une virgule. Littéralement. L'orthographe, c'est important. Non, mais c'est pour dire. Alors, les gens me disent, regarde ce qui est important. Pourquoi derrière la petite plaisanterie? Parce que les gens, première réaction, mais oui, tu comprends, ils reprennent les dépêches d'agence. S'ils avaient simplement repris les dépêches d'agence, il n'y aura pas eu une différence de virgule. C'est que quelqu'un est bien intervenu au niveau de la rédaction pour soit l'ajouter, soit l'enlever. D'accord? Mais aussi, ça souligne le fait qu'à partir d'une agence de presse, on a N articles dans la presse. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu un seul auteur sur plusieurs, à plusieurs destinations et que le pluralisme en pâtit, forcément. Voilà, ça c'est une autre réflexion que j'ai eue en passant, que j'ai remarqué. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Tu avais autre chose là, non? Yes, j'avais autre chose. Bien sûr que j'avais autre chose, mais pour ça, il faut que j'arrive à vous le présenter. Comme d'habitude, on a toujours des petits problèmes pour présenter nos paf, paf, En tout cas, on entend paf. bien le petit bruit de fond, ça, c'est bon ça. Ah bah c'est important, sinon c'est pas la peine. Dans le catégorie championnat d'euphémisme, j'ai trouvé dans The Guardian du 20 mars 2025 le titre suivant: Israël entame un nouveau chapitre sanglant dans une guerre qui fait un nombre extraordinaire de victimes civiles. Utiliser le terme de génocide ou de victimes visées, de civils visés, apparemment, ça leur écorche la bouche. C'est aussi une tendance très forte à la BBC. Oui, Alors, les médias anglo-saxons vont prédominer dans ma présentation parce que c'est un peu par là-bas que je fouille. Mais je pense qu'en France, on devrait trouver à peu près les mêmes choses. extraordinaire, c'est quand même gonflé. Hein. Oui, On enfin, dirait c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tu sais qu'il y a eu un interview récent de Norman Finkelstein, qui est un professeur et qui est un juif antisioniste. Il a sorti le chiffre suivant. Comparativement à la population, il y a eu 300 fois plus de morts civiles à Gaza qu'en Ukraine. 300. Ouais, c'est énorme. Donc, ouais. J'ai trouvé aussi ce titre, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, pour dire la vérité, The Times of Israel l'ont supprimé depuis, tellement c'était grotesque.
Le traduction, je vous l'ai mis à côté. Israël a besoin d'un Lebensraum pour faire face à l'explosion, c'est moi qui l'ai rajouté, de sa population. Lebensraum, je ne sais pas si je le prononce correctement, ça signifie en allemand, tout simplement, espace vital. Attends, ça c'est quand même incroyable. Mais tu sais combien de temps c'est resté ou pas? Non, je ne sais pas combien de temps c'est resté, mais c'est resté suffisamment longtemps pour que même Newsweek en parle, le magazine américain, et que ça fasse un peu le tour du monde anglo-saxon. Oui, alors rappelons que c'était la théorie des nazis, hein, l'espace vital à l'Est. Ah, mais c'est carrément le vocabulaire. Mm. Alors, je pense qu'ils ont dû de se dire que ça allait un peu trop loin. Alors, je rêve d'une chose, il y a un commentateur, Alistair Crook, qui est un ancien diplomate au Moyen-Orient, qui est très critique d'Israël et qui apparemment comprend le hébreu. Et aujourd'hui, j'ai vu une interview de lui où sur sa page Substack, il faudrait qu'on aille regarder, il publie régulièrement des extraits de la presse israélienne, mais en hébreu. Ouais. Et il paraît qu'en hébreu, c'est encore vraiment pas piquer les vers du tout. C'est-à-dire que dans les versions anglaises de la presse israélienne, tout est adouci en Édulcoré. terminologie, édulcoré. Je cherchais le terme, merci professeur Romain. Que dans la presse hébreu, c'est carrément, ils se donnent à fond. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le lire, etc. Donc, peut-être que la prochaine fois, je viendrai avec des extraits de la page du Substack de Alistair Cook. Mais voilà, quoi, ça risque d'être super intéressant. Parce que là, en plus, dans l'utilisation de Lebensraum, est-ce que tu sais si c'est seulement dans le titre ou c'est compris dans le corps de l'article? Ah, dans le corps de l'article, je sais, je me souviens plus s'il utilise parce que l'article a été supprimé, mais on le trouve dans les fameuses archives de l'Internet qui n'oublient jamais rien. Ah, c'est tout Et l'article qui a été supprimé? C'est pas, ils n'ont pas non, modifié le non, c'est l'article qui a sauté. Oui, non, parce que dans l'article, il développe l'idée selon laquelle les Israéliens ont besoin d'espace vital pour se développer, etc. Ah, c'est incroyable l'ironie, non? C'est-à-dire, ils passent leur temps à combattre le fait qu'on les assimile à la politique nazie, et du Ah coup, bah, ils font eux-mêmes le lien. ah bah, carrément, carrément. Alors oui, on a eu une bonne nouvelle cette semaine, c'est que la presse s'est enfin mobilisée, la profession, les journalistes ont sorti des tribunes dans Libération et Le Monde. Alors les copains m'ont engueulé d'avoir sorti ça, mais je reste sur mes positions. Plus de 200 journalistes assassinés plus tard et 18 mois plus tard, j'ai trouvé une photo du moment précis où la décision a été prise pour que les journalistes se mobilisent enfin, certains journalistes se mobilisent enfin pour les 200 journalistes assassinés à Gaza. Voilà. Donc un peu d'ironie ne fait pas de mal. Je tiens à réaffirmer ma position. Tout le monde, bien sûr, n'a pas eu les mêmes positions sur Gaza, mais quand même, ils ont mis du temps. Voilà. Ouais, c'est bien. Ils auraient pu commencer à se mobiliser à 10, je dirais. Je ne sais pas vous, quel est le chiffre qui aurait dû leur mettre le puce à l'oreille et faire qu'ils se mobilisent parce qu'ils voyaient qu'il se passait quelque chose à 200 et 18 mois plus tard, ça fait. Ils C'est attendaient le pas. chiffre rond, quoi. Bah. Alors, j'en parlais avec Romain, Loïc, plutôt tout à l'heure. Il y a un article qui est apparu le 18 avril, qui est passé inaperçu, en tout cas dans la francophonie, publié dans le grand magazine, je crois que c'est l'un des plus anciens magazines américains, qui s'appelle le New Yorker. Et un journaliste américain a réussi à rentrer à Gaza et à visiter les hôpitaux. Notamment, c'est tout le but de l'article d'ailleurs, son titre c'est Hôpitaux en ruine. Donc il fait un énorme compte rendu, pour ceux qui ont n'hésitez pas, c'est très précis. J'ai perdu ma caméra, est-ce que j'ai perdu le son? Non, on Non, t'entend. on t'entend. Bon, c'est pas grave pour la caméra. Et donc je me suis permis de traduire la partie la plus significative, parce qu'encore une fois, ça détruit le narratif israélien. Il raconte donc qu'il rentre dans une salle par un guide palestinien qui s'appelle Sultan. Et il raconte qu'il m'a montré un moniteur cardiaque près d'un mur. L'écran semble avoir été perforé par une balle. À côté, il y a un appareil d'électrocardiographie dont l'écran avait été brisé. Et donc, vous voyez, en lisant à côté, l'impression qu'il a nette, c'est que chaque appareil a fait l'objet d'une destruction méthodique. Donc, ce ne sont pas les accidents. Et
dans l'article, on voit des photos d'un moniteur quelconque avec une balle en plein milieu de l'écran. Plusieurs d'ailleurs, poum, poum, poum. C'est-à-dire que les gens sont passés et les ont détruits un par un. Je ne sais pas si cet article et cette information sera reprise. J'ai des doutes, mais voilà, c'est comme ça. C'est quoi dans la date? Je le vois, 18 avril, non ça? Ouais, Ah, c'est tout 18 récent. avril. Ouais, c'est tout récent. Là, le prix de l'ironie, de la crapulerie, de deux poids, deux mesures, je l'accorde cette semaine pour cette émission aux Parisiens, qui nous fait un gros article très émouvant sur un petit chien qui a été retrouvé et récupéré par un soldat de Tsahal, comme ils disent, avec le petit nom, qu'il a identifié et ramené à son propriétaire. Et son propriétaire raconte à Parisien ses retrouvailles et tout l'article repose là-dessus. C'est touchant, c'est la poésie dans ce monde de brut. Non, c'est dégueulasse, oui. Mais bon. Alors, je ne sais pas, j'ai imaginé qu'ils ont fait une conférence de presse pour interroger le chien s'il avait été bien traité, et que le chien a répondu qu'il a été super maltraité, qu'ils l'ont obligé à mettre les quatre pattes en l'air et qu'ils lui ont gratté le ventre. Donc voilà, c'est l'article, je ne sais pas comment l'appeler, c'est du cynisme, c'est quoi exactement? En tout cas, le deux poids de mesure expose ici. Je sais pas, c'est Je la. sais même pas comment le décrire, hein. T'as 20 000 enfants qui meurent, le chien qui est très amaigri mais qui va bien. On se demande d'ailleurs si c'est pas un truc qui sort des services de propagande, si le chien existe vraiment. Bref. Je sais pas, c'est de l'antispécisme, peut-être, je sais pas. À la limite que les Israéliens tentent un coup de propagande, mais que le Parisien se porte volontaire pour ce genre de truc, je trouve ça exécrable et totalement déplacé. Mais bref, c'est pas comme si on n'avait pas l'habitude, les gars. Hein. C'est sûr. Donc voilà, j'ai trouvé ça date du 19 avril, de notre correspondante à Tel Aviv. Voilà. Et ils en sont mis à deux pour cet article. Il y a Roselyne Arrête et Charles de Saint-Sauveur, le bien nommé. Un petit détail qui n'a rien à voir, mais qui me semblait être intéressant, puisqu'on a parlé lors de nos émissions de USAID et qu'il y a eu pas mal d'articles qui sont parus. J'ai fait ce petit montage pour expliquer quelque chose qui n'était pas évident. C'est que USAID, qui est un des outils majeurs de l'interventionnisme et des opérations de changement de régime aux États-Unis, n'est pas l'acronyme de USAID, qui voudrait dire aide humanitaire, tel que suggéré d'ailleurs par son logo, mais bien de USAID, qui veut dire Agence pour le développement international des États-Unis, ce qui n'a rien à voir. Donc à gauche, vous avez le logo qui est une forme de propagande subtile, visuelle, et ce que le logo aurait dû être, parce que c'est ça la signification du logo. Comme quoi, les messages subliminaux, on les fait passer un peu par tous les chemins, ça peut être visuel, auditif, etc. Attends, parce que, pardon, la couleur, c'est vraiment comme ça? Oui. Ça, c'est la vraie. À gauche, sous propagande, tu as la vraie logo de USAID. Donc, tu le lis d'ailleurs naturellement comme USAID. C'est ce que tout le monde dit. Mais en fait, l'organisme s'appelle USAID. Le logo aurait dû être celui à droite. C'est comme ça qu'on bien sûr qu'ils le mentionnent, non? Dans les médias américains, ils disent USAID? Oui, non, ceux qui savent de quoi ils parlent le font, mais pas tout le monde, parce que le réflexe, c'est USAID. Oui. En fait, oui. C'est le nom officiel, c'est l'Agence pour le développement international des États-Unis, ou l'Agence des États-Unis pour le développement international. Et eux, ils ont fait un jeu comme ça pour mettre le aid dans leur logo. C'est malin. C'est très malin. C'est malin. Ouais, bon, très bien. Le soft power passe aussi par les logos, les super-héros, les cinémas, partout en fait. Bon, je continue? Vas-y. Si tu as, bien sûr, vas-y. Puisque je vois qu'il y a que moi qui a bossé. Pastille. On arrive vers la fin. Et là, c'est un petit hommage que je voudrais rendre. Ça n'a rien à voir directement avec l'affaire. Je suis tombé sur un poème. Je l'ai traduit. C'est le détail, et c'est d'ailleurs la poétesse anglaise qui l'a écrit, et c'est ce qu'elle raconte.
que le mot gaz, vous savez, ce pansement, ce tissu finement tissé là, en fait vient de Gaza, du mot arabe, Gaza, parce que pendant les Gazaouis, pendant des siècles, étaient des grands tisserands. Et donc, elle a écrit, je me suis alors demandé combien de nos blessures il y a le S, merde, ont été pansées grâce à eux, et combien des leurs sont encore béantes à cause de nous. C'est très joli, mais c'est assez antisémite, parce que elle dit que les Gazaouis étaient de grands tisserands durant des siècles, alors qu'il n'y avait personne sur cette bande de terre. Voilà. Tu veux dire le contraire est antisémite. Hein? Tu veux dire que les chambres à Gazaoui n'ont jamais existé? Non, Pas mal. pas sur cette Pas connerie-là. mal, pas mal. Je pensais que la blague allait passer vers le côté gaz, mais en effet, Ouais. Non, moi je reprenais la propagande israélienne. Non, que les Palestiniens n'étaient pas sur ces terres. Alors, pour ceux qui l'ont vu, c'est pas pour m'en vanter, mais il y a eu beaucoup de vues et on a fait un récapitulatif avec le Canard réfractaire, un interview où j'ai présenté des cas de répression qui sont totalement passés sous le radar, de journalistes célèbres qui ont été arrêtés soit en Suisse, soit en Angleterre, soit en Allemagne ou en Autriche. Et il y a eu un cas de Sarah Wilkinson qui était gravissime, je trouve, d'une journaliste pro-palestinienne qui a fait carrément l'objet d'une descente de police où ils ont tout cassé chez elle, brisé l'urne qui contenait les cendres de sa mère, volé son argent et lui ont fait un coup style escadron de la mort où ils ont simulé qu'ils l'emmenaient dans un terrain vague pour la buter. Ça s'est passé à Londres. En tout cas, c'est comme ça que la journaliste l'a vécu. Des gens qui refusaient de s'identifier. Ils l'ont exigé qu'elle donne des coordonnées de journalistes palestiniens de son portable. Elle a refusé. Pour ce refus, elle risque 5 ans de prison. On a le cas de Richard Medhurst qui a été arrêté, qui est bien connu parmi les gens qui ont fait la solidarité avec Julian Assange. Il était très actif dans la solidarité avec Assange. Richard Medhurst a été arrêté à Heathrow, interrogé. Il est resté, je crois, 2 jours ou quelque chose comme ça. Pareil, ses appareils confisqués, tout a été confisqué. Et ensuite, quelques mois plus tard, en Autriche, où il habite, les flics ont fait une descente chez lui. Et là, ils l'ont accusé d'être un membre du Hamas et il risque, je crois, c'est 15 ans de prison. Donc, et il y en a plusieurs comme ça. Ça, c'est les 2 exemples que je sors là rapidement. Il y a eu le cas du directeur du Electronic Intifada, qui est l'un des plus anciens médias d'information sur la Palestine, qui est venu en Suisse pour faire une conférence officiellement à Zurich. Donc, il y a eu le visa qui est venu des États-Unis. Et pendant qu'il se promenait dans la rue en attendant la conférence, il s'est fait sauter dessus par des hommes en civil. Il croyait qu'il était attaqué. Il s'est révélé que c'était des agents de sécurité du renseignement suisse qui l'ont enfermé pendant 3 jours et 2 nuits sans contact avec avocat. Et ils ont fini par l'expulser dans un avion pour la Turquie, alors qu'il devait rentrer ce jour-là par un billet normal vers les États-Unis, mais pour le faire chier. Pareil, il s'est fait confisquer son matériel, etc. Et encore d'autres cas, ce sont les 3 qui me viennent comme ça à l'esprit. Il y en a eu plein comme ça, qui passent un peu sous le radar et qui sont en train de se multiplier, je pense. D'ailleurs, au moment où j'ai préparé ça, il y a eu le cas de la députée européenne de la France Insoumise, Rima Hassan, où elle vient de passer 11 heures, je crois que c'était, 11h30. d'interrogation. Ça. Donc, voilà quoi. Ah bon, moi, j'ai pas suivi. Elle a passé 11 heures où? Interrogé par la police. Française. Yep. Convoqué. Alors, comme elle l'a écrit et expliqué, elle aurait pu les envoyer balader du fait de son immunité d'élu, mais elle a préféré y aller et elle a été interrogée pendant 11 heures. Ils l'ont interrogé carrément sur des écrits, je crois, de Barghouti, Marwan Barghouti, le Palestinien, sur plein de trucs comme ça. Pendant 11 heures, on peut parler de pas mal de choses. Hein. Mais bon, en fait, Pasolini, je crois, c'est imputé à Pasolini, attribué à Pasolini. Je ne suis pas sûr qu'il disait que le fascisme reviendra en Europe sous couvert de lutte antifasciste. Eh ben, je pense qu'on peut mettre cette citation à jour et dire que le fascisme reviendra en Europe sous forme de lutte contre l'antisémitisme ou de défense du sionisme. Cette histoire de défense d'Israël et du sionisme est carrément en train de, je pense, être le cheval de Troie du retour du fascisme en Europe. Ça, c'est mon opinion.
Oui, et on aura bien remarqué que ils censurent, les élites politiques européennes censurent, mais elles continuent de donner des leçons à tout le monde de liberté d'expression. Elles empêchent des candidatures politiques et elles donnent des leçons de démocratie. Et puis, elles soutiennent le génocide et prétendent donner des leçons de droits de l'homme. En réalité, plus personne n'écoute cet Occident complètement dégénéré. Ça, c'est Depuis les vrai. pays du Sud. Depuis les pays du Et, Sud. et pour compléter l'information précédente, entre-temps, il y a une organisation pro-palestinienne très active qui s'appelle Youth Demand. Alors, ça a commencé le 8 avril, Monday, c'est son nom. Une militante juive a été arrêtée pour complot visé à causer une nuisance publique. C'est-à-dire là, c'est littéralement le crime de pensée. Ils sont venus Dans chez quel elle en disant pays? en Angleterre toujours. Le soir même, vers minuit en plus, très tard, la police a débarqué chez elle parce qu'elle vit chez ses parents, mais elle était toujours en tôle. Hein. Donc les parents voient débarquer des flics qui font une perquisition en règle. La scène est filmée par le père, donc comme dans les films américains, si je puis dire, il balance tout en l'air dans sa chambre. Et le lendemain, la même organisation signale qu'il y a eu 17 perquisitions similaires chez les militants de cette organisation. C'est incroyable. 17. Ah oui, non mais... Je vais et profiter pour, hier... je vais profiter pour rappeler vos 2 adresses respectives, Ouais, c'est ça. celle de Victor et celle de Romain. Comme si on ne connaissait pas le tien. Et puis, et hier, donc ça a été annoncé, j'ai trouvé très très peu d'informations là-dessus, parce que pour l'instant, apparemment, ça ne s'est pas diffusé. C'est George Galloway sur son information de Mother of All Talk Shows qu'il a annoncé, parce que c'est un ami à lui. Le vendredi 18 avril, le docteur Makram Kouri Machoul, qui est le fondateur et dirigeant du Centre d'études palestiniennes de l'Université de Cambridge, il est professeur, hein, à son retour à Saint-Pancras, la gare, en son retour de Paris à Londres, il se fait arrêter, son matériel saisi, il est interrogé pendant 8 heures devant son fils de 8 ans. Oui. Donc là, on n'est même plus dans le cas des militants masqués ou je ne sais pas quoi. Professeur de Cambridge et fondateur du Palestine House, je crois que c'est son nom officiel, de l'université de Cambridge. Ouais. Évidemment, c'est marrant parce que j'ai pas lu de protestation dans les médias mainstream. Est-ce normal, docteur? Non, c'est l'Alzheimer dans ces cas-là. Tu sais qu'ils souffrent beaucoup. Ils ont un degré de concentration très faible, en fait. Il faut le leur rappeler, je crois, c'est que ça. Mais bon, ils vont l'oublier aussitôt, c'est pas... Ben, tu connais la remède. Bah, des piqûres de rappel. Des piqûres de rappel. Ou l'amputation, selon l'avancée de la maladie. Voilà, la petite tournée comme ça de choses que j'ai découvertes par-ci, par-là. J'avais d'autres trucs qui seraient plus de l'ordre de la blagounette, mais on les gardera pour la prochaine fois. Romain, qu'est-ce que tu as, toi? Ben moi, je vais faire. Alors, déjà, je vais dire à Victor qu'il arrête de nous partager son écran, même si c'était très intéressant. Je vais essayer de voir si je peux partager le mien. Pac. Alors, moi, je vais faire court. Je voudrais rappeler à nos. Attends. J'ai quand même réussi à remettre ma caméra, donc je ne suis pas complètement en faute. Là. Et on est content de te revoir. Oui, on est très contents. Non, juste pour dire. Et merci, Victor, pour ces petites pastilles, là. Ça nous met en appétit, c'est bien. Moi, je vais faire court. Vous vous rappelez tous certainement que le 28 juillet dernier, il y a eu des élections présidentielles au Venezuela, non? Jusqu'ici. Qu'une des candidates, pardon, j'ai fait un lapsus, le candidat perdant a appelé à la fraude, a dit qu'il y avait une fraude généralisée, mais Classique. voilà, classique, sauf que qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait un recours, non, devant les organismes compétents. C'est ce qui s'était passé au Brésil, par exemple, où Bolsonaro avait... À mon avis, dans ces cas-là, il devrait demander à Israël d'enquêter. Comme ça, dans 10 ans, on n'aura toujours pas la réponse. et donc, au Brésil, la Cour suprême avait validé l'élection de Lula. Alors ça, évidemment, il avait validé au Brésil, ça a posé de problème à personne. Au Venezuela,
la Cour suprême a validé l'élection aussi de Nicolas Maduro. Alors là, par contre, ça avait été une exclandre, une fraude, etc. Blablabla. On veut voir les procès-verbaux, blablabla, etc. Exclandre mondiale. Il faut exclure le Venezuela, le sanctionner comme s'il n'était pas suffisamment, etc., etc. Donc on se dit, ben, peut-être que nous avons des médias défenseurs de la démocratie, des médias qui cherchent à savoir ce qui s'est réellement passé. Eh bien, il se trouve que, alors, je ne sais pas si vous allez voir, il se trouve que Il se trouve que tu as partagé le mauvais écran. Oui, il se trouve exactement. Il se trouve, voilà. Alors, il se trouve que On est des intellos, pas des techniciens. Attention, hein, que les gens sachent. Il se trouve qu'il y a eu des élections en Équateur. Alors, les sondages avant alors les sondages, il faut s'en méfier, hein, parce que c'est pas parce qu'un sondage dit quelque chose que et ça va se refléter dans les résultats. Attends, tu viens pas de nous raconter cette histoire? De quoi? C'est celle qui s'est passée au Venezuela, mais cette fois c'est en Équateur, non? Ah, parce que la même histoire, ils recommencent les mecs. Ah, d'accord. Donc okay. là, les sondages reflétaient depuis un mois, à peu près tous les sondages reflétaient une augmentation des intentions de vote pour la candidate du chorisme. Et ils étaient tous à peu près homogènes à dire qu'elle était en hausse quand le candidat, le président actuel, était en baisse. Et une semaine avant, ça se situait à 52 pour Luisa González, donc la candidate du chorisme, et 48 pour le candidat Daniel Noboa. Surprise! Le choréisme étant l'aile gauche, on va dire. Voilà, le chorisme, c'est le mouvement national populaire qui inclut une partie de la gauche aussi qui s'oppose à l'autre option, qui est l'option ultra-libérale et alignée sur Washington, que représentait donc l'actuel président Daniel Noboa. Et les résultats tombent donc le dimanche des élections, et là, surprise, Daniel Noboa gagne de 11 points de différence, 56% contre 44%. La candidate du choréisme n'améliore même pas son score du premier tour. Donc, évidemment, il y a certaines suspicions. Et puis, dans le camp du chorisme, on commence à dire, voilà, il y a plusieurs procès-verbaux qui ont été altérés. Bref, ils ne reconnaissent pas les résultats et crient à la fraude. Bon, on se dit, les journaux vont faire comme au Venezuela. Ils vont demander de voir les procès-verbaux. Ils vont donner la préférence, évidemment, aux cris de fraude, etc. Donc, on va voir. Le Libération nous dit, élection présidentielle, plombée par le narcotrafic, l'Équateur se conserve le cap à droite. Daniel Noboa est reconduit pour 4 ans après sa large victoire sur sa rivale de gauche, Luisa González. Pas un mot sur les dénonciations de fraude. Là, on est dans une situation assez polarisée, tout de même. Hein? Donc, on va regarder, un autre titre. Un autre titre. Donc là, il me semble que c'est la presse du Canada. Daniel Noboa confortablement réélu avec 55,62% des voix. Le président sortant a été réélu avec 55 pour le blablabla. Selon les résultats définitifs vendredi, bon, là non plus, on ne parle pas de fraude. Alors, on va parler quand même. Pardon, mais il ne parle même pas de surprise. Et il ne parle même pas de surprise. Exactement. Parce que les sondages, quand même, il y avait 4 points d'écart, mais ils ne sont même pas étonnés. Ils ne parlent même pas d'une surprise. 4 points d'écart pour la candidate perdante. Hein. Oui. Ouais. Ça fait, grosso modo, un truc comme 15 points d'écart entre les sondages et les Alors, on va regarder Alors là, par contre, Le Monde nous dit en Équateur, Daniel Noboa est réélu haut la main. L'opposition conteste les résultats. Voilà. On n'en saura pas plus.
sondeurs et analystes avaient tous annoncé un score serré. Oui, enfin un score serré, oui et non, mais bon, plus serré en tout cas. Et lui, il parle de surprise. les résultats, voilà, ont créé la surprise. Voilà, elle a refusé de reconnaître les résultats. Et on s'arrêtera là. Tout simplement, on s'arrêtera là. Mais je pense qu'il y a un message subliminal du monde qui dit qu'ils ont remporté haut la main. Et quand est-ce qu'on lève la main? C'est devant un braquage, c'est-à-dire qu'on se fait voler. Donc le monde essaye discrètement Très bon. de nous faire comprendre que le vote... Ouais, non, mais attention, hein, Très très bon, très très bon. Alors je finis quand même quelques jours après. Alors c'est des dépêches AFP, donc c'est repris par tout le monde. Là je l'ai pris pour le Figaro, mais c'est pas le seul. Donc quelques jours après, on a présidentielle en Équateur, les accusations de fraude rejetées par les observateurs internationaux. Alors c'est qui les observateurs internationaux? C'est pas l'Union des juristes d'Amérique, l'Union des juristes américains, parce que eux ils ont pointé du doigt une possible fraude. C'est l'Union européenne et l'OEA. Donc, ils sont eux-mêmes mouillés dans plusieurs coups d'État électoraux. Mais c'est même pire que ça, parce que l'OEA, il est... Non, mais l'Union européenne, excuse-moi de t'interrompre encore une fois, mais tu peux les excuser parce qu'il ne faut jamais oublier que l'Union européenne est dirigée par des gens non élus. Donc, le Conseil d'élection législative. Ils savent pas. Ouais. Mais le rapport de l'OEA, il n'est pas en plus, il n'est pas si limpide. Hein. Il y a plusieurs passages qui montrent que déjà avant le jour de l'élection, il y avait eu les standards démocratiques n'étaient pas du tout respectés. Hein. Il y a eu des millions et des millions de dollars de l'État qui ont été utilisés pour la propagande du candidat président. Il y a eu des centres électoraux. Ah tiens, c'est marrant, des centres électoraux là où les choréistes faisaient le plus grand plein des voix qui avait été changé. Des viviers de vote choréistes comme à l'étranger, comme au Venezuela, qui ont été interdits de voter. Le fait que les téléphones portables étaient interdits dans le bureau de vote, ce qui a empêché les assesseurs et scrutateurs choréistes de prendre des photos, de prendre des photos des bulletins de vote, des bulletins de vote, de prendre des photos des procès-verbaux et pouvoir comparer, non et bon, il y a eu tout ça, et puis en plus, le jour de l'élection, il y a eu plusieurs, alors selon les choristes, plusieurs procès-verbaux altérés, qui ont été annulés. Alors, oui, je vous avais perdu de vue, mais vous êtes encore là. Qui ont été altérés, qui ont été annulés alors qu'ils étaient en faveur de Luisa González, etc., etc. Ça, l'OEA le montre, évidemment, on ne saura rien. Voilà, c'était mon 2 poids 2 mesures. Si vous êtes un gouvernement révolutionnaire, national populaire, opposé aux États-Unis, à l'OTAN et aligné sur le monde multipolaire et polycentré, alors vous ne pouvez pas gagner une élection, on vous accusera de fraude dans tous les médias. Si en revanche, vous êtes le gouverneur d'un État des États-Unis, l'Équateur aujourd'hui, qui a repris des liens énormes avec Washington, qui est aligné sur Washington complètement et qui est en train de tout privatiser, etc. Alors, vous pouvez commettre des fraudes. Les médias vous absolveront. Voilà, c'était le 2 poids 2 mesures de cet épisode de Médiatrie. Et on peut présumer que là, c'est un cas que tu nous as sorti en Amérique latine, mais je parierais ma chemise qu'en Europe, ce sera pareil. Ah oui. Pour quelles élections? Élections... En Europe, on les annule. On regarde la Roumanie. Voilà. Bon, de l'air que je crois que ça ne va pas se passer comme Europe, certains l'espèrent. Non, en Europe, on les annule, on écarte des candidats. On l'a bien vu. Moi, je pense qu'on entre dans une période de turbulence. Hein, c'est-à-dire que la démocratie libérale en crise tombe du côté où elle penche. Oui, exactement. On va de plus en plus s'orienter sur des modèles économiquement très libéraux et très autoritaires au niveau politique. On le voit déjà depuis l'Union européenne, mais dans le monde entier. Voilà. Alors, j'espère qu'un jour,
ils arrêteront de donner des leçons à la terre entière parce que ça devient insupportable. Déjà que la terre entière commence déjà à ne plus les écouter, c'est déjà pas On ne mal. les écoute plus en réalité. On les écoute C'est plus. ce que... petite pub pour Romain, pour nos auditeurs. Romain, vous pouvez l'entendre sur lesdeuxrives.info. C'est ça, c'est un site qu'il faut absolument fréquenter si on veut être informé sur l'Amérique latine. Je le considère avec Maurice Lemoine comme un de nos deux plus grands spécialistes en francophonie de la question Amérique latine. Et je crois m'y connaître un peu. Voilà, je disais ça en passant. Copinage. C'était le petit séquence copinage. Mais écoutez, moi, j'ai découvert un site il n'y a pas longtemps, je vous le recommande d'ailleurs, parce que c'est pas mal, on y trouve des informations très bien, et puis depuis quelques temps aussi des vidéos. Je vous recommande le grandsoir.info. C'est vraiment très très bien. Conspiracy Watch, il a dit que c'était qu'on était des conspirationnistes. Oui, mais il a raison et c'est pour ça qu'on l'aime. Voilà. Ouais, facile. De toute façon, ça sera certifié vraiment un bon média quand Victor se sera fait embarquer chez lui dans la nuit, emmené par des types cagoulés. Alors là, on pourra dire, ah, il a fait un vrai bon travail d'investigation. On pourrait faire une simulation. On lui souhaite pas. On lui souhaite pas. Faut que j'arrête. Tu as raison, il faut que j'arrête. Très bien. Romain Migus, Victor Dédage, merci pour ce numéro de médiaterie. Je pense qu'on peut donner les mêmes conseils à ceux qui nous écoutent pour justement rester alerte et attentifs aux manipulations médiatiques, à diversifier les sources. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que vous voulez ajouter. On en oublierait, mais on pourrait faire peut-être une émission consacrée à certains médias super importants et indispensables. Je pense que la prochaine fois même, Victor, on pourra faire les 10 commandements de comment reconnaître une campagne médiatique. Ça, c'est une bonne idée. Pour un numéro de médiaterie, on fera ça. Toi, tu veux que je parle de rupture narrative, toi? Des trous noirs, de l'information, du syndrome du tonton, du syndrome Omar Sy. Il y a quand même pas mal de points où on peut reconnaître. N'en dites pas plus. N'en dites pas plus. Comme ça, et après, ils vont dire que Victor a trop parlé. Je vous vois venir tous les deux. Romain, Victor, merci à vous. Merci à bientôt. À toi. Ciao.